Merci beaucoup. Je voudrais faire une petite entorse à nos déroulements habituels de nos petits déjeuners débats en donnant la parole non pas à vous tous, je vais le faire tout à l'heure, mais à l'un d'entre vous qui est une personnalité, une des personnalités ici présentes, qui est le député Djebari, qui s'est beaucoup investi dans le cadre de la préparation de la loi ferroviaire et qui, avant son départ sous peu, là, non pas de son départ à l'Assemblée, non pas de l'Assemblée, voudrait prendre la parole pendant quelques minutes pour nous éclairer sur ce qu'il vient d'entendre et ses projets. Merci de ne pas avoir annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Bonjour à tous. Non, pas de déclaration, mais simplement quelques mots de rebond. Louis avait raison de citer le contexte politique qui est double. Il est le contexte d'une demande de régénération, d'entretien des territoires, plus largement de considération des territoires, et il est le contexte politique d'un défaut d'abondance des deniers publics, pour le dire comme ça, tant du côté SNCF que du côté État. Alors du coup, si on dit ça, quelle doit être notre ambition? Elle est aussi double, à la fois de préserver les services de transport aux voyageurs, voire parfois de les améliorer, et en diminuer le coût pour la collectivité publique. Et moi, je rebondis sur ce que dit Michel Lenioux. Je pense que ça part des territoires, ça part des bassins de mobilité, des bassins de vie. J'ai fait l'exercice avec des maires de Corrèze et de Haute-Vienne chez moi, puisque en Nouvelle-Aquitaine, il y a 2 petites lignes qui sont fermées. Limoges-Angoulême, qui est un axe assez structurant vers l'ouest de la France, et Limoges-Brive via Saint-Thierry, qui donc alimente, lui, plutôt le bassin de vie local. Ces 2 lignes sont fermées. Et quand on voit ces 25 maires qui, depuis des années, entendent des chiffres passer ici et là, auxquels on dit que la régénération coûte 20 millions, quand elle en coûte probablement 10 fois plus, et auxquels on n'apporte jamais de réponse, je pense que c'est avec eux qu'il faut construire ces solutions-là. Les solutions, elles sont celles que Patrick a évoquées. C'est faire mieux pour moins cher, en tout cas moins cher, avec de la signalisation peut-être simplifiée, avec de la gestion conventionnée pour l'entretien et la régénération des réseaux, avec du matériel roulant plus léger peut-être, avec même, dans certains cas, le retrait des rails pour mettre des bus au niveau de service. Tout ça, quand vous êtes dans un projet de territoire qui est accompagné, qui est porté, c'est beaucoup plus simple après d'entrer en dialogue avec les régions dont c'est la compétence et de définir un schéma qui soit concerté. Et moi, pour le dire très simplement, je pense qu'on est dans le temps de la clarification politique, pour tout le monde, et pour le bien de tout le monde. Depuis trop longtemps, les choses se sont dégradées, et je crois que vous avez tous très bien retracé ces épisodes, ces trajectoires dans les régions. Et la clarification, c'est pas l'attrition et c'est pas la dégradation encore et encore du service aux voyageurs. Et je pense que le temps politique qui est devant nous, notamment la loi des mobilités, notamment quand on va avoir cette mission d'application de la loi ferroviaire, elle doit servir à ça dans les 3 à 4 prochains mois, de dire combien ça coûte, de dire quel service on veut, et de construire bloc par bloc, territoire par territoire, spécificité des territoires par spécificité des territoires, des solutions qui sont ad hoc, qui sont idoines et qui sont agrégées au niveau des régions. Et moi, je l'aborde de façon tout à fait positive, mais ce sera effectivement un exercice de clarification politique générale. Et évidemment, il y aura quelques points de friction, comme chacun ici peut le pressentir. Merci, monsieur le député. Juste une petite question, si vous permettez. Oui, alors, ça dépend, j'imagine, des territoires, mais dans le mien, donc le Limousin, qui est un territoire qui se sent enclavé à double titre, trop petit par rapport à Bordeaux, trop loin par rapport à Paris, avec des liaisons routières très dégradées, des petites lignes qui sont fermées, des liaisons aériennes insatisfaisantes. Le désenclavement ou la mobilité, c'est un des premiers, voire le premier sujet qui est abordé en permanence dans les réunions publiques ou dans les grands débats. Donc oui, c'est un sujet. Mais c'est un sujet aussi qu'on peut aborder en judo comme je le fais là, et les gens comprennent ça très bien. Ce que veulent les gens, c'est pouvoir se déplacer. Alors évidemment, il y a la dimension symbolique des gares, du rail, du train sur les rails. Mais fondamentalement, je pense que rétablir la confiance avec les citoyens, c'est aussi faire cet exercice de vérité. Et alors là, je parle pour nous, mais nous, députés, se positionner en facilitateur des projets de territoire. Et je constate que quand on le fait, ça prend. Très bien, merci beaucoup. Alors, on continue donc notre questionnaire. Alors, on va rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet à travers les solutions. Le comité d'orientation des infrastructures, n'est-ce pas, Philippe Buron, évoquait, je cite, l'instauration de mécanismes différenciés de gestion
en gouvernance partagée entre SNCF et les régions. Bon, alors, est-ce qu'une bonne gouvernance du système ferroviaire ne consiste-t-elle pas à déléguer la gestion de ces lignes, ce qui se pratique déjà un petit peu aux régions, aux collectivités, régions en particulier, ce qui suppose de leur en donner les moyens financiers, ça vient d'être rappelé, et de gouvernance facilitée par une éventuelle ouverture à la concurrence. En Allemagne, ça fonctionne très bien. Peut-être que M. Mercader nous en dira un mot tout à l'heure. SNCF Réseau limitant sa contribution à 8,5%, ça a été rappelé tout à l'heure. Le financement des travaux prévus dans les CPER, dont le coût a augmenté, est problématique. Comment résoudre ce problème? Et à quels engagements, finalement, chacun des partenaires, l'État, SNCF Réseau, les régions, sont-ils prêts? Celles qui le souhaitent ne pourraient-elles pas pouvoir créer des gestionnaires d'infrastructures délégués avec des conséquences favorables en termes de coûts? François Philizot, est-ce que là-dessus, est-ce que ces idées-là peuvent faire partie des discussions que vous avez avec ces idées-là font totalement partie des discussions. Il y a, dans votre question, il y a deux questions d'ailleurs. Il y a une question générale qu'on a déjà un peu évoquée, qui est celle de la masse des moyens financiers que nous réussissons. Je dis nous, c'est le triangle habituel, SNCF Réseau, État, Région, à investir dans ce réseau. Question qui devra trouver une réponse. Où faut-il placer le curseur et comment répartit-on l'effort entre les trois acteurs du système, sachant que la caisse entre SNCF Réseau et État n'est pas totalement commune, mais elle est encore plus depuis que SNCF Réseau est devenu une APU, pour parler en français technocratique, et donc que la dette de réseau est considérée comme une dette publique. Vu du budget, c'est presque la même chose. Quand je dis le budget, vu de la direction du budget. Chacun l'a en tête, et Patrick Jeantet le vit au quotidien, je crois. Donc il y a cette question-là, et la deuxième question, aujourd'hui on dépense plutôt plus qu'à certaines époques. Cette année sera une année exceptionnellement haute, même d'ailleurs pour l'investissement, si je ne m'abuse, sur ce réseau-là, ce qui prouve qu'on n'est pas dans une logique de désengagement brutal et massif. On met plutôt plus d'argent qu'on en mettait à certaines époques. Deuxième aspect, comment répartit-on les rôles au sein de ce même triangle? Et je pense, et c'est le sens de la mission, quand vous faites l'exégèse de la lettre de mission qui est publique, qui m'a été adressée, vous y trouverez écrit de façon un peu claire la possibilité de déléguer dans des conditions à déterminer et des limites à fixer la gestion de ce réseau aux régions d'une part, et au-delà des régions à d'autres opérateurs que la SNCF. Et quand je dis la gestion, nous partons sur une démarche où on réfléchit sur l'ensemble de ce que cela recouvre, de la conduite d'opérations de régénération à la maintenance pendant un temps donné dans le cadre de contrats qui seraient fixés. Ce n'est pas une innovation totale en France. Il y a quelques cas, plutôt sur des lignes en antenne ou des lignes à voie métrique. Il y a l'expérimentation du transfert du réseau ferroviaire à la collectivité territoriale de Corse. Alors, c'est clairement séparé du reste du réseau national. Il était clairement séparé. Il y avait une barrière physique assez difficilement franchissable en train. Donc c'était plus simple. Mais il a fallu... J'ai participé aux négociations à l'époque. J'étais à Datar sur l'effort d'investissement qu'il fallait faire pour remettre à niveau ce réseau, et puis sur les conditions d'achat du matériel. Les discussions avaient été dures. Les Corses sont parfois durs en affaires. Tout le monde le constate. Donc cette question est sur la table. Elle emporte toute une série de conséquences. Il y a des aspects juridiques qu'il faut traiter, et il faut regarder quels sont les vecteurs législatifs à notre disposition, d'ailleurs que ce soit dans le cadre du pacte ferroviaire et de ses prolongements, que ce soit dans le cadre de la LOM, qui nous permettront d'avoir un régime juridique le mieux adapté possible à ce type de délégation de gestion. Il y a des questions financières au-delà d'un cadeau de bienvenue ou d'un effort d'investissement initial, la question des redevances, l'organisation des redevances, leur effacement éventuel. Par exemple, c'est un des sujets qu'il faut traiter. Si on va très loin, si on invente un réseau qui serait un réseau unifié, qu'on puisse exploiter de façon complète, c'est-à-dire avec des trains qui circulent d'un bout à l'autre sans avoir des barrières, des frontières, mais avec des autorités détentrices différentes, on peut se poser la question d'un transfert, par exemple, complet à une collectivité régionale, comme on l'a fait en Corse, la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conditions financières à ce transfert? Question de soulte qu'on verse, par exemple, sont des choses qui se font. Mais je le disais hier dans une réunion,
Quand j'étais étudiant en droit, une des sources sur la notion de mutation domaniale, c'est-à-dire transfert de propriété publique de collectivité à collectivité, était tournée autour de la ligne de Sceaux, qui était un cas particulier. Donc on sait transférer une infrastructure publique d'une collectivité à une autre. Comment le fait-on? Dans quelles conditions financières? Donc il faut que nous regardions à la fois l'appétit, mesurer l'appétit des régions pour ce type de gestion, l'État étant ouvert à des évolutions de ce type-là, et ensuite qu'on regarde les conditions techniques, juridiques, matérielles, qui permettent de le faire dans un cadre le plus sûr possible pour l'ensemble des parties. L'innovation demande de temps en temps une forme de pari, mais également elle demande d'être assise sur des bases les plus solides possibles.